Bonjour à vous, qui vont nous parler aujourd'hui de management innovant, management social. Ils vont nous parler en fait de vulnérabilité des salariés, notamment la vie professionnelle, la vie personnelle. Et nous allons avoir l'honneur de les écouter sur ce sujet plus en détail. On vous passe la main. Merci. Pour le support, du coup, c'est vous qui lancez le support? Alors, vous pouvez le lancer si vous le souhaitez. Alors, j'ai juste que je ne vois pas où il est. Parce que je suis en partage de. Vous allez voir mon écran là. D'accord. Pour passer les slides, ce sera plus simple, je pense. Vous les voyez? Non, pas pour le moment. Alors, parce que du coup, c'est vous qui avez le support. Je vous l'ai envoyé. Du coup, je ne savais pas si c'était vous qui passiez le support. Hélène, est-ce que tu as le support ou tu veux que je partage l'écran? Oui, si tu l'as, parce que moi je l'ai en mail, mais il faut que je retrouve le bon mail du coup. Ok, donc je vais partager mon écran. Voilà. Super. Donc, en version diaporama, si vous avez. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Gladys Roiron, je suis responsable commerciale de la société Ubwi, start-up dans l'accompagnement des salariés. Je suis accompagnée aujourd'hui de Benoît Brial, qui est consultant pour Ubwi, hein, notre préféré, mais ça, il ne faut pas le dire aux autres, et du coup, psychothérapeute aussi. Nous avons choisi aujourd'hui de parler de managers innovants sous l'angle de l'innovation sociale. Pour nous, c'est important puisque nous sommes une solution d'innovation sociale. Alors, on va d'abord vous expliquer pourquoi l'innovation sociale et ensuite comment vous pouvez faire de l'innovation sociale en tant que manager et comment Ubwi s'inscrit justement dans cette logique-là. Alors pourquoi tout simplement parce qu'un manager cherche de la performance et aujourd'hui on a 4 niveaux de blocage de performance. Ça va être une mauvaise organisation interne, je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va avoir notamment tout ce qui est stress et burn-out de salariés, ça c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc j'y reviendrai ensuite. Comment aujourd'hui les risques psychosociaux peuvent bloquer une performance en entreprise. On va avoir en quatrième blocage les goulots d'étranglement, donc tout ce qui va être lié à des process, donc un point de blocage dans un process. Et puis la dernière notion qui est un petit peu moins évidente pour tout le monde, c'est le manque de reliance. Alors ça, c'est un concept d'Edgar Morin qui part du principe, hein, je vais lire la phrase que je trouve qu'elle est tellement bien faite, que la reliance est l'acte de connecter des choses qui ont été séparées, disjointes ou compartimentées. Il voit la reliance comme une norme nécessaire pour la survie humaine et croit que nous devons reconnaître la nécessité de se connecter aux autres et à la Terre. Voilà. Donc, si un manager aujourd'hui veut augmenter la performance des salariés, notamment de l'entreprise, et lui-même faire évoluer son schéma, il faut déjà qu'il pointe quel type de blocage il a dans son entreprise. Et nous, on va travailler sur oui, la gestion du stress burn-out, les risques psychosociaux et le manque de reliance. Donc, c'est les deux concepts que je vais appuyer aujourd'hui. Ce qui va ensuite bloquer, pourquoi l'entreprise est obligée d'avancer sur la notion d'innovation sociale, pardon, c'est parce qu'elle a des obligations sociétales. Alors, les évolutions sociétales vont être de 3 ordres, donc ça va être la petite diapo d'après, s'il te plaît. Voilà, merci. Hop. Non, là, voilà, merci. Donc, les évolutions sociétales, donc un manager doit être en veille et toujours on va s'adapter à tout ce qui est évolution. Et les évolutions qui nous intéressent aujourd'hui par rapport à l'innovation sociale, ça va être notamment les obligations de la RSE, puisque les entreprises ont aujourd'hui une obligation de tenir compte de l'impact qu'elles ont sur la société et l'environnement. Donc, ça, c'est important. C'est une obligation. On va avoir aussi l'évolution des valeurs sociétales. Alors, c'est quoi les valeurs sociétales qui évoluent aujourd'hui par rapport à de l'innovation sociale? C'est le bien-être des salariés. Il faut savoir que les nouvelles générations de salariés aujourd'hui n'hésitent pas à changer d'entreprise s'ils ne se sentent pas bien. Ça, c'est une nouveauté et le manager doit en tenir compte. Pourquoi? Parce que la fidélisation de ses équipes, c'est un élément très important pour lui. Et les nouvelles générations, qu'on appelle soit génération Z, millennials, aujourd'hui, ont une recherche de bien-être
être dans le top des recherches de niveau de satisfaction d'une entreprise. Le bien-être va arriver dans les premiers éléments. Donc, un manager doit le prendre en compte. C'est obligatoire s'il veut fidéliser sa structure d'équipe. Dernièrement, les évolutions sociétales, ça va être aussi les inégalités. Une entreprise a-t-elle un rôle aujourd'hui à jouer sur comment pallier à certaines inégalités et notamment injustices sociales ou économiques? Ma réponse est oui. Et on le voit aujourd'hui que comment on peut pallier, notamment en ce qui est en lien avec le stress et le burn-out, ben on va voir ensuite qui peut innover pour justement pallier ces inégalités et apporter de la plus-value, lui, sur son innovation. Sur la diapo suivante, donc maintenant qu'on a vu le pourquoi, je vais repartir sur comment on fait suite à nos constats. Donc, on a constaté que les risques psychosociaux étaient importants pour créer de la performance, prendre en compte ces risques psychosociaux. Comment on analyse aujourd'hui un risque psychosocial en entreprise? Donc, comment le manager va pouvoir mettre une stratégie en action? Eh bien, on peut s'appuyer sur le modèle de Karasek. Donc, le modèle de Karasek, c'est un questionnaire qui prend en compte 3 dimensions aujourd'hui de l'environnement psychosocial au travail. La demande psychologique, c'est-à-dire les attentes psychologiques, la pression psychologique que subit un salarié en entreprise, donc il va questionner là-dessus. Il va ensuite faire un questionnaire sur c'est quoi la latitude décisionnelle de mon salarié, son autonomie, et c'est quoi, en dernier lieu, ce qui nous intéresse, nous, chez Egui, la notion de soutien social, c'est-à-dire comment je me sens soutenu par mes collègues et mes supérieurs. Une fois que le salarié a fait ces 3 niveaux de questionnaire-là, on va avoir donc un schéma qui va nous analyser le niveau de stress subi par le salarié en entreprise. Donc, un outil indispensable au manager pour pouvoir évaluer le niveau de stress en entreprise et bien sûr, est-ce que c'est un blocage pour la performance de l'entreprise? Donc, une fois qu'il a analysé ce niveau de stress, nous, ce qui va nous intéresser plus particulièrement chez Egui, c'est la notion de soutien social. En quoi mon entreprise me soutient socialement? Et si elle ne me soutient pas, on voit que ça peut créer un blocage, puisque c'est ce qu'on a vu au niveau des causes au tout départ. Donc, ça, c'était comment agir déjà sur le niveau psychosocial. Deuxième élément, comment faire de la reliance. Je vous rappelle que dans les blocages, on en avait 4 identifiés. La notion de reliance, la connexion aux autres, c'est aussi un levier d'innovation pour un manager. Donc, comment on peut créer de la reliance? Donc, ça va être la diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive 6, merci. C'est de créer forcément de la communication ouverte. Donc, le soutien social va dire au manager comment je peux innover dans ma communication pour que les communications soient honnêtes et libérantes, si on peut l'appeler, libérer un peu les salariés. On va aussi créer de la reliance, de la connexion aux autres en travaillant la reconnaissance et l'appréciation du travail des équipes. On va créer des opportunités aussi de développement quand on veut innover en travaillant sur la formation et comment je peux m'intégrer dans d'autres métiers dans l'entreprise. Et puis nous, ce qui nous intéresse chez Egui, c'est bien sûr aussi comment je peux agir, puisqu'on a vu que c'est le soutien social, c'était important dans des notions de blocage et d'évaluation de stress. Comment je peux agir sur un travail, l'équilibre travail et vie professionnelle, vie personnelle, comment moi je peux innover et créer encore plus de reliance dans ces domaines-là qui vont m'apporter de la performance et du bien-être de mes employés. Et dernier élément sur lequel il peut s'appuyer, c'est créer un environnement de travail positif, mettre des actions en place pour que tout le monde soit dans de relations positives en entreprise. Voilà, donc ça, ce sont des moyens pour créer de la reliance et de la connexion aux autres et du coup, créer de la performance. Dernier élément sur lequel on avait appuyé précédemment, c'est comment je vais agir sur les inégalités, moi, en tant que manager, créer de l'innovation, ce qui peut au départ ne pas être mon métier, mais me dire que ça va créer du soutien social et de la reliance. Les inégalités, c'est quoi aujourd'hui au niveau de la notion de stress, de burn-out? C'est la difficulté des salariés d'accéder aux soins, notamment d'accompagnement psychique et psychologique. Pourquoi? Parce que déjà financièrement, très peu de prise en charge de la sécurité sociale. Donc, on fait comment aujourd'hui pour se faire accompagner si on n'a pas les moyens? Deuxième élément, c'est comment je fais pour avoir un rendez-vous alors que sur un psychologue, par exemple, il peut y avoir 1 an d'attente. Donc, mon salarié n'est pas bien, il est en mal-être, mais aujourd'hui, pas de possibilité d'avoir de rendez-vous. Et puis, en plus, il n'y a pas de registre vraiment établi sur j'ai typiquement ce besoin-là, c'est-à-dire je ne vais pas bien sur cet aspect-là, moi, mon mal-être, il est là. Comment je fais pour trouver un professionnel
qui va vraiment répondre à mon besoin. On est plutôt sur de la généralisation et pas sur de l'approche personnalisée. Voilà. Donc l'entreprise peut peut-être agir, créer des actions pour pallier ces inégalités et apporter une réponse à son salarié. Voilà les trois les trois grosses actions que peuvent prendre en innovation un manager. Alors, en conclusion, on va faire la phrase, je vais vous lire la phrase. Pour nous, chez Ubwin, l'innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans des conditions actuelles de marché et de politique sociale. Voilà, le résumé un petit peu de tout ce que je viens de dire. Et notamment, un manager innovant, ça va être quoi aujourd'hui? C'est un manager qui va faire le lien entre la performance en entreprise et le lien entre le bien-être psychique global et holistique de son salarié. Voilà. Et une fois que le manager a validé ça, il va pouvoir lever les blocages et créer de la performance. Alors, nous, comment on s'inscrit Ubwi dans tout ce que je viens de dire là? Ubwi est une solution personnalisée, donc on veut répondre à de la personnalisation en détectant en fait le besoin du salarié. Dans un domaine très particulier, ça va être l'accompagnement à des problématiques privées, donc de l'accompagnement privé mais sous l'impulsion de l'entreprise. Le manager va détecter un mal-être de salariés. Aujourd'hui, un manager ne va pas avoir de solution. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais faire? Mon salarié ramène ses problèmes privés à la maison. Je vous rappelle la notion de reliance, comment on relie les événements. C'est-à-dire, on ne peut pas distinguer aujourd'hui un salarié qui a des problèmes chez lui sans en parler en entreprise. Ça va forcément impacter sur son implication. Donc, on a créé, oui, une solution. Le manager va dire à ce salarié, je te soutiens, je t'entends. Je vais te proposer d'être accompagné par Rebouy. Et nous avons donc des experts dans toute la France qui vont prendre en charge le besoin du salarié en fonction de sa problématique personnelle, suite à un questionnaire. Ça répond à toutes les demandes que je vous ai énumérées au départ. Bouygues va répondre à la RSE, puisqu'on est dans une action sociétale, va répondre à des besoins de managers qui veulent s'alléger de la charge mentale, va répondre à des besoins de salariés en bien-être, en action d'entreprise pour leur bien-être, va répondre aussi à des marques employeurs, puisqu'on va toucher la valeur famille. Ce qui nous intéresse aussi chez Bouygues, c'est d'accompagner le salarié, mais on ne va pas aller que sur le salarié, on va faire aussi l'accompagnement de la famille, puisqu'on sait très bien que la reliance, elle est liée aussi à ça. C'est-à-dire que quand on aime bien dire chez nous que quand on embauche un salarié, on embauche sa famille, en fait. Voilà. Donc la reliance, c'est ça aussi, c'est se dire comment on accompagne un salarié entièrement. Et on va accompagner sa famille. Donc pour l'entreprise, une marque employeur forte, la valeur famille, la valeur bien-être. On répond aussi aux besoins sociétaux d'aujourd'hui. Et alléger la charge mentale de tout le monde. Voilà comment on veut travailler. L'entreprise souscrit en fait pour un an à un nombre de rendez-vous avec nos experts et utilise ces rendez-vous en fonction des besoins. Alors, pour être plus précis et vraiment concret, je vais passer la parole à Benoît, qui aujourd'hui est un consultant psychothérapeute pour nous et qui a justement accompagné des familles dans le cadre de nos clients et qui va vous expliquer les cas concrets d'accompagnement. Voilà. Bien, bonjour à tous et à toutes. Et merci Gladys pour ce bref exposé, mais qui a mis la lumière sur la notion de reliance, qui est une notion pour moi fondamentale et qui apparaît d'une apparente simplicité, mais qui est éminemment complexe. Et elle mérite une attention toute particulière, à mon avis, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'innovation managériale. Alors, moi, je ne suis pas du tout manager, je ne suis pas non plus théoricien du management, mais j'avais envie de vous parler du point de vue de ma lorgnette, une lorgnette qui est celle de quelqu'un qui accompagne des individus, parfois des organisations d'ailleurs, avec différentes casquettes. Et là encore, il y a aussi une notion de reliance, une notion de reliance entre les disciplines et les connaissances. Donc, ces différentes casquettes sont celles du coach professionnel, du psychothérapeute qu'on peut qualifier d'intégratif, également du préparateur mental. Ça fait aussi un pont aussi, vers ta conclusion, Gladys, où alors tu disais effectivement, on retrouve dans le schéma classique une sorte de décorrélation entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Et également, et ça c'est important, une décorrélation entre la performance et le bien-être.
effectivement, si je vous dis le mot performance en association d'idées, les premières choses qui vous viennent, c'est pas forcément des mots qui rentrent dans le champ sémantique du bien-être. Et au contraire, ces deux notions sont intimement liées, et c'est un sujet qui m'est très cher depuis un moment, que j'ai étayé par ma pratique et ma clinique, mais qui a été aussi étayé par la théorie. Là, je pense ici au psychologue hongrois, enfin américano-hongrois, Mihai Csikszentmihalyi, qui a élaboré la théorie du flow. Alors le flow, c'est l'état dans lequel on se retrouve lorsqu'on est complètement immergé dans une activité, dans un état de concentration intense, on est complètement absorbé. On retrouve ça dans beaucoup de types d'activités, que ce soit une activité sportive. D'ailleurs, c'est le plus classique. On entend parfois dire des sportifs, je suis dans la zone, mais ils sont dans un état de flow. En fait. On le retrouve dans des activités artistiques, tutoyer les muses, mais également dans des activités professionnelles. Et cet état mental optimum de performance, il est, lui, corrélé à un sentiment de satisfaction, un sentiment de bien-être, un sentiment d'accomplissement, que d'aucuns pourraient appeler le bonheur. Ce qui est intéressant de noter aussi, mais je vais digresser juste un petit peu, c'est que peut-être à tout flow, on peut le retrouver de manière groupale. C'est intéressant parce que ce qui dit manière groupale dit une équipe qui, par exemple, collabore autour d'un objectif commun euh, avec un bon environnement qui peut être instauré notamment par le manager ou le dirigeant. Euh, un bon environnement peut favoriser cet état de team flow. Mais je digresse un peu et je vais revenir à la pragmatique et à l'empirisme de ma pratique. Et je vais prendre une image un peu pour, pour illustrer la reliance et le bien-être, euh, pour illustrer le bien-être et la performance. Et je vais prendre l'image du coureur de fond, d'un coureur de fond qui a des très belles chaussures. Et dans ces chaussures, il y a un ou deux petits cailloux qui sont logés. Alors, il peut faire avec, il peut s'en accommoder, il peut continuer sa course. Mais parfois, et bien souvent d'ailleurs, ça va lui créer chez lui une gêne, ça va créer une résistance, ça va peut-être commencer à être douloureux, ça va prendre un peu plus d'espace, de plus en plus, et ça peut être quasiment même insupportable. Tous ces cailloux-là produisent de l'entropie psychique, un désordre dans le psychisme, qui pour lui, ce désordre-là, lui est très en inadéquation avec la performance. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques exemples concrets, bon, pas exhaustifs, mais des types de cailloux que j'ai pu rencontrer depuis maintenant un an auprès de collaborateurs d'entreprise qui ont fait appel à vous, et vous montrer les différentes palettes de couleurs de ces 10 cailloux. Il peut y avoir des petits graviers comme il y a des cailloux un peu plus imposants. Il y a un constat que je me suis fait, c'est qu'il y a pas mal de demandes. Tu parlais aussi de la famille tout à l'heure, Gladys, il y a pas mal de demandes qui concernent les enfants des collaborateurs. Alors, moi-même étant parent, je sais très bien que les enfants, c'est une source assez importante de cailloux dans les chaussures. Pour les exemples, je vais changer les prénoms par souci de confidentialité. Alors, je pense d'abord à ce jeune garçon, Maxime, qui a 17 ans, il est au lycée, ça se passe plutôt pas mal à l'école. Il se retrouve un peu, par contre, perdu et décontenancé quant à son orientation. Il ne sait pas vers quoi se tourner. C'est un sujet à la maison. Donc là, le champ d'intervention, d'accompagnement, c'est celui du coaching, et plus précisément du coaching scolaire, d'orientation, qui a à différencier du soutien scolaire. Hein. Dans le soutien scolaire, on s'intéresse aux cours, on va plutôt s'intéresser à la personnalité du jeune, on va s'appuyer sur son potentiel, on va l'aider à construire des compétences durables, on va l'accompagner à réfléchir, à se mettre dans une dynamique de réflexion, de clarification, on va le responsabiliser sur ces questions-là, sur l'autonomiser. On va l'aider à répondre à certaines questions, notamment que faire mes choix personnels, quels sont mes atouts, mes limites, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui en termes d'orientation, est-ce qu'on doit faire un choix de vie pour la vie, etc.
Ces séances-là, elles sont entrecoupées de mise en action, de petits exercices en fait, d'interséance. Notamment, lui, il est allé questionner des proches sur ses zones d'excellence, de performance, de qualité. Il est allé se documenter, il est allé prendre des rendez-vous avec des professionnels, il est allé rencontrer différents professionnels, etc. Et à l'issue des 6 ou 7 séances, Maxime déjà, était très content d'avoir eu un coach personnel pour ces questions-là. Parce que ça lui a permis d'éclaircir et de clarifier tout un tas de questions. Et puis, il s'est même inscrit à un stage dans l'entreprise pour aller observer in situ, je vous le donne en mille, le boulot d'un manager. Et lors de la dernière séance de restitution avec les parents, en présence des parents, les parents ont aussi exprimé qu'à travers ces séances-là, il y avait eu un changement au sein de la sphère familiale. Alors effectivement, ça peut paraître un détail, hein, ça peut paraître anecdotique, mais parfois, justement, un petit détail, l'histoire du petit battement d'aile de papillon, hein, qui peut engendrer des typhons à l'autre bout de la Terre, ça peut aussi générer des choses tout à fait vertueuses au sein d'une famille de ce système-là. Et après, par effet rebond, dans la sphère professionnelle. Pour le cas de Maxime, c'était quelque chose, c'était, on va dire, un petit caillou dans la chaussure, un gravillon dans la chaussure, mais je voulais vous parler aussi, parce que j'ai le temps, c'est bon, je suis dans les temps, d'un second cas, lui, qui relevait davantage du champ de la psychothérapie. La demande, ça venait d'une collaboratrice d'une entreprise. Elle est très inquiète pour son fils Ethan, qui a 11 ans. Ethan, il a subi du harcèlement scolaire et elle le sent en grande souffrance. Et ça l'envahit beaucoup, cette maman. Donc Ethan, il a pu bénéficier à travers de ces séances d'un espace de parole. Et ça, c'est vachement important, ne serait-ce que d'avoir cet espace de parole pour exprimer ses mots, MOTS, et ses mots MAUX, pour les exprimer, les déposer. Et effectivement, pour qu'on soit grand, qu'on soit enfant, adolescent ou adulte, ces espaces-là, parfois, ils peuvent manquer pour tout un tas de raisons, d'accès, de disponibilité, de possibilité d'accès, mais ça peut être limité pour les personnes. Donc, je trouve qu'effectivement, de pouvoir bénéficier de ce type d'espace est extrêmement important. Donc, durant ce travail-là, il y a de nombreux éléments qui ont pu émerger, des difficultés avec son grand frère qui est autiste Asperger et qui avait tendance un peu à le malmener et qui finalement on pouvait retrouver en effet miroir ce schéma dans le milieu scolaire. Ethan aussi qui avait des difficultés à gérer ses émotions et ses comportements. Et là, on a travaillé ensemble en utilisant une approche issue des thérapies cognitivo-comportementales. Voilà, les séances se sont étalées sur quelques mois. Et puis à les dernières séances, vers les dernières séances, Ethan m'a dit, il parlait de ses cours d'histoire géo, et puis il a employé une belle métaphore, il n'est pas oublié d'être bête, sur le travail entrepris. Il parlait de ce qu'il étudiait, et puis il me disait, moi, je me vois comme pas comme la Chine, je me vois un peu à travers ces séances un peu comme le Nigeria. Un petit pays qui est en pleine croissance, qui est maintenant conscient de son développement, de son plein potentiel, etc. Donc je trouvais que c'était assez brillant comme métaphore. Donc il y a eu encore une fois une séance de restitution avec les parents. Ceci m'exprimant qu'il y a eu un effet très bénéfique au sein même du système de la famille, hein, effectivement. Les relations avec son frère s'étaient améliorées, il y avait une problématique avec le papa aussi de communication, et effectivement par effet rebond, tout ça avait eu un effet global sur le système de la famille. Et la maman me disant que effectivement au sein de son travail, elle était libérée des envahis de ces questions-là. Après, je pourrais vous donner d'autres exemples là, mais je vais manquer de temps, mais parce que je vous ai donné beaucoup d'exemples en lien avec les enfants de collaborateurs, mais ça peut concerner évidemment les collaborateurs eux-mêmes directement,
notamment, par exemple, je pense ici à une personne qui était en instance de divorce et qui le vivait très mal. Ça peut être aussi sur des questions du poids que peut représenter des problématiques financières. Voilà, tous ces tas de cailloux plus ou moins gros que la vie peut nous mettre dans les chaussures et qui impactent à la fois notre sphère perso, mais aussi notre sphère professionnelle. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Merci, monsieur. Et je tourne à l'audience pour demander une question. Oui, Oui, je vous en prie. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Ce sont des étudiants qui sont en thèse, donc je pense qu'ils n'osent pas. Rassurez-vous, il n'y a rien à perdre à poser une question. Il y a tout à gagner. Est-ce que ça a évoqué chez vous, est-ce que ça fait des ponces vers des choses que vous pouvez étudier? Est-ce que ça fait des liens vers des situations euh, concrètes? Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de question parce que c'était clair. C'était assez ah, clair. c'est gentil. C'est Euh, parfait. ouais. C'est déjà ça. Bon, c'était assez intéressant au sens où on a eu des exemples d'applications. Mhm. Vous avez bien su souligner ce concept, ce nouveau concept de management innovant dans le cadre de l'innovation sociale par rapport à ce que vous mettez, vous, en tant qu'expert en application sur le terrain. Oui, on a vraiment à cœur de faire comprendre que la reliance, alors je reviens parce que c'est vraiment l'idée principale et le fil rouge de tout ça, c'est que la reliance aujourd'hui de l'impact de la vie privée sur la vie professionnelle, elle est avérée. Et que effectivement, on a plutôt aujourd'hui tendance à se dire que ça ne regarde pas l'entreprise, ce que je peux entendre au départ, mais c'est que les conséquences sont quand même flagrantes et que le manager se retrouve même lui démuni face à ces situations. Donc, c'est face à un constat en fait d'impuissance d'entreprise que l'idée a émergé de notre dirigeant Christophe Lucas, puisqu'il accompagne aujourd'hui les entreprises en tant que coach. Et il y a vraiment une validation d'un manque aujourd'hui de solutions. Après, c'est comment on met en place un accompagnement et un soutien social. Et c'est là où on accompagne les entreprises. Et c'est vraiment faire la bascule de se dire, bah, sur ce que je pensais ne pas pouvoir gérer, bah, peut-être que je peux m'en décharger déjà sur une société qui bouille comme au bouille, qui va pouvoir alléger déjà moi cette charge mentale et en plus apporter du bien-être, donc avec un double effet. Voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant principalement. Donc c'est vrai que sur les écoles de management et de commerce, c'est avoir la vision holistique de c'est quoi un salarié, et quand je manage quelqu'un, voilà, c'est quoi un salarié. Et toujours cette phrase de quand j'embauche un salarié, j'embauche sa famille. C'est aussi ça. Voilà. Avoir une vision plus globale Ouais, holistique, ouais, complètement. au sein du système. C'est ça. Tout à fait. Bah, écoutez, on vous remercie pour votre Et présentation. merci beaucoup de nous avoir invités. C'était vraiment très sympa à faire. Et puis, merci pour organiser tout ça parce que ça demande, j'imagine, beaucoup de temps. Donc, bonne continuation à vous, en tout cas. Et merci C'est pour cette écoute. retransmis là, oui, c'est retransmis en direct sur Facebook et ce sera en D'accord. replay sur la chaîne YouTube. Très bien, merci. Belle journée à vous. À bientôt, on reste en contact. Merci. Bonne journée, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, pour poursuivre en fait sur ce sujet, nous accueillons Ma Bonne Fée. Donc, nous avons l'honneur de recevoir Madame Cochet, qui va nous traiter le sujet de l'accompagnement des salariés en situation de vulnérabilité.
Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis désolée, j'ai un petit écho chez moi. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très très bien. On sent l'écho en fait, hein? On On l'entend sent bien. l'écho. Bon, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. On est dans nos nouveaux bureaux qui sont pas encore meublés. Alors, est-ce que c'est vous qui partagez, Nathalie, ou Alors, je partage ma présentation? si vous pouvez le Je partager, l'ai, hein. allez-y. Si ça ne marche pas, je prends le Hop, relais. ça marche. C'est Alors, beaucoup plus simple pour passer les slides si c'est vous. tout à fait. Parfait. Est-ce est-ce que vous voyez bien? Oui, oui, c'est très bien. Ok, super. Donc bonjour à tout le monde. Donc moi je me présente, je suis Delphine Cochet. J'ai cofondé Ma Bonne Fée il y a bientôt 6 ans. Moi je m'intéresse énormément à travers Ma Bonne Fée et ce que je fais au sujet de qualité de vie au travail et de vulnérabilité en entreprise. Je participe énormément à des réflexions et prospectives sur le futur du travail et l'humain dans les organisations, avec ma casquette très empirique de ce qu'on vit au quotidien et de nos sujets avec Ma Bonne Fée. Donc Ma Bonne Fée, on a créé en 2018. On est une solution RH pour accompagner les salariés en situation de vulnérabilité. On a rejoint le groupe Menway en 2023. Le groupe Menway, c'est une entreprise de services RH et on a rejoint le pôle santé et qualité de vie au travail avec des entités très complémentaires. Je vous en parle parce que c'est intéressant sur les sujets que vous étudiez. Proconsult, qui est une ligne d'écoute psychologique 24/7, et Prévia, qui est une solution d'accompagnement de retour au travail après des arrêts longue durée. On travaille à la fois avec des entreprises, donc on est déployé avec des équipes RH, des équipes dirigeantes, et on a déployé aussi notre offre à destination des assureurs mutuels. Donc on est vraiment sur des axes prévention et accompagnement des vulnérabilités auprès des assureurs mutuels. Aujourd'hui, les fragilités, nous, on les met dans des grandes rubriques. On a les sujets de parentalité, famille au sens large, et d'aidance, donc le fait d'aider un proche en situation de dépendance, de grand âge, mais ça peut aussi être un enfant en situation de handicap, un enfant avec des troubles 10, avec des troubles du spectre de l'autisme, etc. On touche aussi les sujets autour de la maladie et du handicap. Évidemment, les fragilités financières et logement. Et tout ça, ça s'intègre dans la vie professionnelle avec les fameux risques psychosociaux que vous connaissez certainement. Et aussi les moments de vie de la vie professionnelle qui peuvent avoir un impact et rendre vulnérables les collaborateurs et collaboratrices. Ça peut être la mobilité, la retraite, ça peut être un retour de congé, que ce soit parental ou maladie, etc. Ça, c'est vraiment les grosses thématiques qu'on adresse. Et aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de vous montrer comment on les adresse pour voilà, que vous compreniez à la fois pourquoi les entreprises viennent nous chercher et la manière dont on accompagne les salariés. Donc, ce qu'on a créé avec Ma Bonne Fée, c'est une plateforme digitale sur laquelle on peut retrouver d'un côté une partie contenu. C'est vraiment de l'animation qu'on fait via nos experts. Ça va être des articles, des mini-quiz, des vidéos, des webinars en distanciel à destination des bénéficiaires. L'objectif de tous ces contenus, c'est que derrière, nos outils permettent de détecter des situations de vulnérabilité. Parce que vous êtes inscrit à tel webinar, on va vous proposer de prendre rendez-vous avec nos experts. Et donc, ça fait le lien vers l'autre pan, qui est l'accompagnement individuel avec nos experts qui peuvent accompagner. Le cœur névralgique de l'accompagnement chez Ma Bonne Fée, c'est ce qu'on appelle le care manager. Vous entendez dans care d'ailleurs le soin, prendre soin en anglais. Et le care manager, c'est vraiment la personne clé qui va à la fois suivre l'accompagnement par d'autres experts et aussi être capable d'aiguiller le salarié, le bénéficiaire, en fonction de sa problématique, vers les bonnes ressources. Ces ressources, elles peuvent être publiques, puisqu'il y a un écosystème public en particulier en France qui existe. Elles peuvent être
interne dans l'entreprise, ça peut être un référent handicap, ça peut être le CSE, ça peut être l'équipe RH, et les ressources externes de l'entreprise mais existantes qui peuvent être des briques qui sont déjà mises en place. Par exemple, ils peuvent déjà avoir un accompagnement social, assistant social sur site, ils peuvent déjà avoir un psychologue qui fait des sessions sur site, etc. Donc on va faire le lien avec tout ça via le Care Manager. On a des outils de détection, donc là je vous les ai mis rapidement, mais encore une fois ça revient à ce que je disais juste avant sur le contenu. Ces outils qui sont un peu ce qu'on appelle aussi des pulse surveys, qui vont venir prendre le pouls et parler et poser des questions simples parfois, comme là l'exemple, rencontrez-vous une ou plusieurs de ces situations professionnelles ou personnelles? On va les poser et derrière, ça va générer chez nous des automatismes qui permettent aux collaborateurs, bénéficiaires, de recevoir un email, de recevoir de manière proactive une proposition du côté de Ma Bonne Fée de prendre rendez-vous pour voir de quelle manière on peut l'aider dans sa problématique. Voilà, je vous parlais des contenus, alors un peu de manière large. On va être sur les thématiques dont je vous ai parlé. On va construire nos contenus à la fois en réponse aux tendances que nous demandent les bénéficiaires, c'est-à-dire on a énormément de sujets de parents d'ados. Alors là, on le voit pas, mais notre prochain atelier, c'est sur les écrans enfants et ados. C'est un sujet spécifique à destination des bénéficiaires parents. Comment gérer. On a aussi des contenus qui sont créés avec les demandes RH, leur feuille de route. C'est-à-dire que là, on sait que nos clients, sur l'année 2024, vont nous dire le sujet, la santé des femmes, chez nous, c'est un sujet. Le sujet de la fertilité, de l'endométriose, voilà, c'est un sujet sur lequel on veut aller. Donc nous, on va recueillir les sujets de nos clients RH, voir si ça colle entre tous nos clients. Est-ce que c'est des sujets qui résonnent? Quand un client RH nous dit « moi, j'aimerais parler de la santé de la femme », on va aller tester avec nos autres clients. Est-ce que le sujet de la santé des femmes, c'est un sujet pour vous qui vous intéresse en 2024? On va aussi voir est-ce que nos bénéficiaires, c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup été sollicités. Et ensuite, on prévoit un programme sur l'année qu'on va animer par des articles, des contenus, des ateliers collectifs, des mini-quiz pour détecter ces situations de vulnérabilité. Donc là, typiquement, on a un client qui a un focus très spécifique sur l'endométriose. Donc, on va l'intégrer pour lui sur mesure et on va essayer de voir si d'autres clients, c'est des sujets qui vont leur parler. Je vous en ai parlé, notre Care Manager, c'est vraiment, alors chez nous, on a des profils d'assistants sociaux. C'est important parce que c'est des profils qui, du coup, ont cette capacité d'écoute, d'interprétation de la problématique et une capacité à aiguiller vers les bonnes ressources qui existent, encore une fois, qu'elles soient publiques, existantes dans l'entreprise, qu'elles soient aussi dans le cadre des contrats santé ou des contrats prévoyance. C'est aussi la personne qui est, alors avec évidemment des automatismes chez nous, qui va proposer des rendez-vous de manière proactive en fonction des contenus utilisés par les bénéficiaires, qui va pouvoir également leur proposer de les accompagner. Et ce qui est très important chez nous, c'est qu'elle fait le lien avec ce qu'on va appeler le gestionnaire de compte, qui a lui le lien avec l'équipe RH ou le client pour remonter des problématiques particulières qui nécessiteraient par exemple des aménagements de poste, qui nécessiteraient, et au sens large, des aménagements de poste, parce que ça peut être à travers une flexibilité du travail, ça peut être parce qu'on a décelé une situation de handicap qui nécessite un aménagement physique du poste de travail, ça peut être parce que il y a besoin de télétravail, parce qu'il y a besoin d'horaires décalés, parce qu'il y a besoin de réfléchir à un temps partiel, etc. Et donc, le Care Manager fait le pont avec le gestionnaire de compte. Je vous ai parlé
des experts. Donc nous, on a vraiment un accompagnement à 360 avec l'accompagnement social. Pour là, on a vraiment une dimension administrative, logistique aussi dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on peut à la fois être amené à aider un salarié ou un bénéficiaire à organiser la livraison de repas pour son père qui est en situation, qui a Alzheimer, par exemple. Donc, on est à la fois sur de l'aide logistique. On a également des clients qui vont nous solliciter pour déployer de la garde d'enfants d'urgence dans des situations de grève, dans des situations de Covid, d'absence. Et dans ce cas-là, c'est nous qui organisons à la fois la partie lien avec les experts et qui pouvons être amenés aussi à financer le service via le financement de l'entreprise. Donc c'est financé pour le salarié. On a également des psychologues, des coachs en fonction de la problématique qui vont accompagner les bénéficiaires et des éducateurs spécialisés. Ça, c'est notamment lié à toute l'expertise parentalité historique que nous avons. Et c'est une expertise qui est régulièrement sollicitée pour faire le pont, soit sur des sujets de communication avec son enfant, soit sur des sujets de communication avec l'école, quand il y a des situations de handicap, quand il y a des plans d'accueil personnalisés qu'il faut mettre en place. Souvent, c'est l'éducateur spécialisé qui peut intervenir pour aider le bénéficiaire. Alors, je ne vais pas vous dérouler tous les cas d'usage et comme je ne vois plus l'heure, Nathalie, vous me dites si je suis encore dans les temps. Je suis sur le diapo entier, donc je ne vois pas l'heure. C'est parfait. C'est parfait. Je vous raconte quelques cas d'usage concrets de bénéficiaires. On peut avoir aussi bien des aidants. Donc Michel, son père a Alzheimer et Michel habite à plus de 200 km de son père. C'est son care manager qui lui parle des solutions qui existent, que ce soit les associations existantes, ses droits aussi, les congés proches aidants, toutes les démarches, les aides financières auxquelles il peut prétendre. Les aides d'instruction de dossier. Il l'aide également avec les organismes locaux pour la mise en place, par exemple, de l'aide ménagère à domicile. Et puis, il peut y avoir aussi ces difficultés plus, on va dire, psychologiques, parce que pour Michel, c'est compliqué de se dire qu'il habite loin, qu'il n'est pas là au quotidien. Et donc, il a été aussi accompagné avec un psychologue spécialisé sur les sujets des aidants familiaux pour vraiment l'apaiser dans son quotidien. On a aussi des exemples comme Louise. Alors Louise, elle sait pas forcément au départ, elle se définissait pas du tout comme aidante de son enfant dyslexique. C'est lors d'un atelier collectif sur la charge mentale où en fait c'est vrai qu'elle a beaucoup de choses à faire. Elle a des dossiers MDPH à monter. Elle a le plan d'accueil personnalisé qu'elle doit structurer avec l'école. En même temps, avec l'école, ça se passe pas forcément bien. Et pareil sur la communication. Donc, elle a une énorme charge mentale et dans cet atelier, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait prendre rendez-vous avec un care manager qui l'a aidé sur la partie très administrative du dossier NDPH, qui l'a aidé à trouver des spécialistes dont elle pouvait avoir besoin pour son enfant, des aides financières et puis, comme je le racontais tout à l'heure, un éducateur spécialisé qu'on a mis à disposition pour qu'elle puisse l'aider à dialoguer avec l'école et avec son enfant. Et ça, il faut savoir que typiquement avec son CCAS, elle pouvait avoir un éducateur spécialisé, donc avec les ressources publiques, mais elle avait 6 mois d'attente. Or, sa problématique, c'était vraiment très actuel. Voilà, je vais peut-être pas vous faire tous les cas d'usage, parce qu'en plus, j'en ai sélectionné, mais on en a énormément. Ça peut aussi être des retours de congé maternité dans lesquels là c'est plus du coaching pour aider à reprendre dans un état d'esprit positif. Ça peut être aussi de l'aide administrative parce qu'on va embaucher une garde à domicile pour s'occuper de son enfant et qu'il y a des démarches à faire, des aides financières à aller demander et que c'est pas toujours simple, surtout quand c'est son premier enfant, de naviguer dans les méandres administratifs. Donc, elle est également accompagnée là-dessus.
Je vous ai parlé des exemples de solutions de garde d'enfants d'urgence. Et on peut aussi avoir des sujets qui sont plus liés au bien-être du collaborateur et à l'accompagnement au sein de l'entreprise. Les cas qu'on va avoir, ça va être aussi bien un collaborateur senior pour lequel il y a des enjeux de management intergénérationnel, d'incompréhension dans son équipe. Et puis en plus, il est proche de la retraite et il se sent plus dedans. Et en plus, il est aidant. Donc voilà, il y a parfois aussi des situations qui cumulent des enjeux à la fois pro et perso sur lesquels on va l'accompagner par de l'aide administrative, logistique et dans ce cas-là que je citais, du coaching. Je vous ai parlé du gestionnaire de compte. Nous, c'est vraiment ce qui fait la force de notre solution, c'est toute la data et la donnée, parce que c'est ça qui est clé souvent en entreprise. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément dire ce qui se passe. Alors, et encore plus la structure est grosse, plus c'est compliqué. Mais même parfois sur des structures, on se déploie sur des structures de 100 salariés. Le RH va nous dire, moi, je déploie votre solution. Bon, j'ai plutôt en tête que c'est les enjeux de parentalité, parce que la moyenne d'âge, c'est 35 ans, etc. Et au bout de quelques semaines, on lui dit qu'on accompagne déjà 2 aidants. Et notre cliente RH nous dit, à aucun moment, je me serais dit qu'il fallait que j'ai une politique aidant parce que je n'avais pas décelé ce sujet-là. Donc, c'est vraiment la force de notre solution, c'est de faire des rapports d'impact, de data à la fois quantitative avec nos questionnaires et qualitative sur le nombre et le type d'accompagnement, sur les sujets aussi sur lesquels on a accompagné les collaborateurs. Et ça permet derrière aux entreprises, qui sont souvent en lien d'ailleurs avec les partenaires sociaux. On s'intègre très souvent dans les accords collectifs, que ce soit les accords obligatoires autour de la qualité de vie et des conditions de travail, les accords obligatoires d'égalité professionnelle femmes-hommes. On s'intègre dedans et ça leur permet derrière de modifier ou en tout cas de recibler leur feuille de route et leurs priorités RH. Voilà, donc ça c'est ce dont je vous parlais, la partie data. Alors, on en a parlé avec Nathalie, c'est intéressant et c'est vrai que ça valait le coup que je vous en parle. Nous, aujourd'hui, il y a des indicateurs qu'on ne mesure pas encore, mais sur lesquels on se penche et on a commencé à le déployer, mais je n'ai pas le recul pour vous donner les informations, ça date du mois dernier, pour un de nos clients, Malakoff Humanis, où on a des analyses d'impact en termes de baisse de charge mentale, amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. On veut vraiment mesurer en interrogeant le bénéficiaire, est-ce qu'il estime que ça a contribué à baisser sa charge mentale, à lui faire gagner du temps, etc. Nous, aujourd'hui, on va dire qu'elle est plus empirique via les retours qu'on nous fait, via ce qu'on a estimé qu'on a fait gagner comme temps. Mais là, ces analyses-là, en interrogeant le bénéficiaire, vont nous permettre d'être plus précis. Voilà, donc pour conclure, Ma Bonne Fée, on est un outil innovant à la fois pour les équipes RH, vraiment pour avoir une meilleure prise de pouls de ce qui se passe dans leur entreprise. Pour les managers aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais vous l'entendez en filigrane et c'est le sujet aujourd'hui, parce qu'on est un outil qui est intégré dans les process des managers, les process d'onboarding, les process d'entretien en one-to-one, d'entretien annuel, c'est-à-dire que nous, aussi le chargé de compte, va faire en sorte avec le client RH d'être intégré dans les process des managers. Et on devient une ressource clé, un outil clé pour les managers, parce que quand vous avez quelqu'un dans votre équipe qui s'il vous le dit, parce que vous en avez qu'un quart qui le disent, mais qui vous dit qu'il est aidant, vous pouvez faire des choses qui sont à votre mesure, qui sont d'être humain, bienveillant, peut-être éventuellement, spontanément, de flexibilité de travail, mais vous n'êtes pas en mesure de l'aider dans son dossier, vous n'êtes pas en mesure de lui trouver des ressources. Donc nous, on vient faire le complément. Les objectifs derrière de nos clients, c'est vraiment que dans la culture d'entreprise aujourd'hui et les process managériaux, que ces enjeux y soient présents. Le deuxième enjeu, c'est vraiment de créer un espace de confiance pour les situations de vulnérabilité. Et ça, dans l'entreprise. Et on n'a pas forcément envie de se confier à son équipe RH ou à son manager directement. Donc, c'est un tiers de confiance. L'objectif, il est évidemment de diminuer la charge mentale, d'améliorer la QVCT. Et derrière, il ne faut pas se leurrer, on reste dans des entreprises. Donc, derrière l'objectif, c'est d'améliorer la productivité
des gens, qui soient vraiment là quand ils sont là, qu'on n'aille pas vers de l'absentéisme. Et puis enfin, et c'est ce que je disais juste avant, c'est apporter de la data et de la donnée RH qui puisse les aider à améliorer leur feuille de route, de l'année. Voilà, hop. J'ai terminé. Je crois que je suis dans les temps. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup Delphine pour votre présentation. Merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, c'est retransmis en direct hein, sur le Facebook de l'école et il y aura également un replay sur notre chaîne YouTube. Alors peut-être que je ne sais pas si c'est une question, mais une de vos questions, ça pourrait être quel type d'entreprise, est-ce qu'il y a des typologies d'entreprises sur lesquelles cette notion en tout cas d'accompagnement et de process d'accompagnement et de management innovant existe. Et en même temps que je pose la question à voix haute, je vais vous répondre en spontané. Nous, on travaille avec tous les secteurs. Et je pense que notre constat, c'est surtout que ça va dépendre des équipes dirigeantes. Donc c'est là où moi, un de mes grands fers de lance, c'est la sensibilisation des dirigeants et dirigeantes sur ces sujets. Parce que globalement, quand je m'adresse à des équipes RH et en plus à des personnes qui font ce métier, elles ont aucun doute sur l'intérêt de la solution, sur le besoin de leurs collaborateurs, parce qu'elles nous disent, moi, mes collaborateurs viennent me voir avec des problématiques personnelles que je ne sais pas gérer. Et elles le savent que ça existe. En revanche, après, c'est comment on le défend. Avec le gros enjeu, c'est pour ça que je vous ai parlé de la data, du ROI qui est souvent demandé, du ROI financier, parce que c'est souvent une vision des directions. Qu'est-ce qu'on peut... donc là, je vous le soumets aussi comme piste de réflexion. Quel est le retour sur investissement? Comment on peut le mesurer et comment ça peut se chiffrer aussi? Parce que souvent, quand on est dans une entreprise, on va se dire on investit sur du marketing, sur tel sujet, sur les équipes commerciales, avec derrière un retour sur investissement. C'est quel chiffre d'affaires ça m'a généré, quelles économies j'ai pu faire d'une année sur l'autre. Là, on est sur des enjeux très subtils où c'est assez compliqué de mesurer en quoi, par exemple, la diminution de la charge mentale, ça a augmenté la productivité et donc a amélioré la performance sur tel dossier. Voilà, ça, le lien, il est très compliqué à faire. Donc, c'est des pistes de réflexion que nous, on a, que nos clients ont, et donc que vous pouvez avoir dans cette logique aussi de management innovant. Et alors, j'en parle, il y a peut-être des concurrences entre des thèses ou autres, mais c'est pas grave. Moi, il y a par exemple une thèse qui m'a beaucoup inspirée du maître de conférence Thibaut Perrin sur la corrélation entre la confiance dans son management et le PIB français. Et donc, si les salariés français accordaient leur confiance aux managers, à leurs managers, on gagnerait 8 points de PIB. Donc voilà, c'est ce genre d'études qui je trouve est passionnante pour les relier au monde de l'entreprise et se rendre compte de l'impact que ça peut avoir, ces prises de décision et ces changements de paradigme dans le management, ces changements de manière de faire. C'est toujours compliqué dès lors qu'on intègre du capital humain de pouvoir mesurer justement la Ouais. performance d'une organisation. Et du coup, moi, enfin, vous en avez à moitié répondu, mais d'après vous, quels sont les facteurs qu'on devrait intégrer dans les outils de mesure de la performance organisationnelle? Même si, bon, on a toujours ce facteur humain qui est très complexe, hein, finalement, à étudier et à mesurer. En fait, nous, nos clients, ils vont reprendre les indicateurs RH sur lesquels ils ont la main et la visibilité, et encore pas toujours, ça va être l'absentéisme, sachant qu'ils n'ont pas toujours les causes de l'absentéisme,
mais déjà entre courte durée et longue durée. Euh, Ça va être alors des indicateurs qui sont indirectement liés, mais quand même reliés. La partie turnover. Euh, Après, sur certains sujets, enfin, je réfléchis à ce que nos clients mesurent. Ça va être par exemple des proportions de femmes-hommes dans les prises de temps partiel. Parce que ça, c'est des enjeux sur lesquels, je vais donner un exemple concret. On travaille avec le groupe Crédit Coopératif qui a développé un accord égalité professionnelle assez fort avec les partenaires sociaux. Et eux, un de leurs enjeux, c'est que cette logique de conciliation des temps de vie, en fait, elle s'applique à toute l'entreprise et aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Or, ils se sont rendus compte, et je ne vais pas donner le bon chiffre, mais vous comprendrez les échelles, que 10% des temps partiels sont pris par des hommes. Donc, ils se disent, bah, si on veut être dans une logique, dans la culture d'entreprise, que ce soit accepté, que ce soit qu'on a notre rôle à jouer là-dessus, il faut qu'on encourage. Et donc, il faut que ce qu'on mesure, c'est-à-dire les 10% de temps partiel pris par des hommes, il faut que ça augmente. Et on vise un équilibre, un meilleur équilibre des temps partiels. Donc, il y en a qui prennent ça, les répartitions des temps partiels, et ça peut se faire sur des fonctions, ça peut être sur la prise des congés paternité, par exemple, de s'assurer qu'ils sont pris, d'aller mesurer est-ce qu'ils sont pris avec des taux de différence entre les classifications d'emploi. Ça, vous êtes capable de le mesurer aussi. Est-ce que vous vous rendez compte que les managers, bah, en fait, ils ne prennent pas leur congé paternité? Bah, dans ce cas-là, il y a des choses à aller modifier et à aller faire parce que l'exemplarité dans le management innovant, c'est une des clés. Donc voilà, je réfléchis en vrac à ce que mesurent nos clients. Euh, on a aussi les mesures RH. Nous, on a des clients RH qui ont mesuré le temps qu'ils avaient gagné, eux, sur la gestion de certains dossiers parce qu'ils nous les transféraient. Euh, donc ça aussi, enfin c'est un autre type d'indicateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre voilà, enfin, et après, bah, tous les indicateurs plus, alors, côté capital humain, mais qui sont les perceptions. Avez-vous l'impression, et puis par exemple, de charge mentale, de charge de travail, de sujets, de bienveillance dans les équipes. Et ça, en mesurant, bah, à l'instant T, c'est quoi les données de l'entreprise, et à l'instant T, on a mis en place des choses, on a changé des choses, à l'instant T plus 1, on en est où? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Nathalie, en tout cas Oui, chez nos clients. oui, oui, merci. Merci beaucoup. Parce que nous, actuellement, on travaille sur ce sujet au niveau des process RH au sein de notre observatoire. Donc, ce sera intéressant de poursuivre ultérieurement Ouais, en dehors de ce colloque, voir ouais, comment on peut travailler ensemble. super. Donc là, en fait, nous allons passer aux sessions académiques au sens où on a des doctorants qui vont présenter leurs travaux. On vous remercie pour votre Merci à vous. présentation qui fut très intéressante. Vous pouvez rester en ligne si vous le souhaitez, si vous voulez en fait pouvoir regarder un petit peu ce qui se fait dans le monde académique. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir Delphine. Benacha, je vais te passer la main pour la session académique. Oui, merci. Ben, on va commencer avec Monsieur Anas Moukrim. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous arrivez Oui, on vous entend. Ah, ok, ça marche. Est-ce que j'ai la main de partager Oui, la bien sûr, présentation? bien sûr. Ok, merci. Vous pouvez partager votre écran. Ok. Euh, j'ai mis la présentation en anglais, ça se cause pas de problème pour vous? Non, non. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie tous les participants à ce colloque. Euh,
Notre présentation aujourd'hui, c'est par rapport à the impact of web design on purchase intention in e-commerce websites, the mediator role of online trust. C'est relatif à l'examen de l'impact des facteurs relatifs à un site web sur l'intention d'achat des consommateurs, avec le rôle médiateur de la confiance en ligne. In our introduction, we will introduce some key concepts related to the e-commerce advantages. E-commerce, born from the internet evolution, has a great revolution on global businesses by facilitating digital transactions between buyers and sellers. Its popularity is attributed to the convenience, efficiency, timelessness, and the cost effectiveness it offers compared to traditional commerce. The influence of website design it's related to the rise of e-commerce. Web design has become a powerful influencer in consumers' purchase decisions. People often seek to well-designed and simple websites before making a purchase. The fact of understanding the web design affects purchase intention can provide helpful insights for businesses to leverage these influences factor of their marketing strategies. The fact of trust as a mediator is related to like the role in consumer behavior. It has a crucial impact on consumer behavior. When individuals trust the information and opinions shared through web design, it can positively influence their purchase intentions. By examining trust as a mediator, researchers can better understand the psychological process throughout which the web design impacts purchase intention. And we have the consumer decision-making process. Exploring the relationship between web design trust and purchase intention contributes to our understanding to the consumer decision-making process in the digital age. As consumers increasingly rely on aesthetics feature, studying this feature helps researchers and marketers grasp the complexities of modern consumer behavior. And last but not least, the managerial implications. This study helps researchers in this area to have practical implications for marketers and businesses by understanding the impact of web design on purchase intention and the role of trust as a mediation. Companies can design effective strategies to generate positive website design and build trust among customers. This knowledge can lead to improved brand awareness, better customer engagement, and increased sales for them. We have some previous studies about this, some relevant studies about this subject. The first one is on 2020, the factor affecting online purchase intention, the case of e-commerce on Lazada by Li Huang. The second one is by Wilson in 2019, how social ties influence customer involvement in online purchase intention. And the last one by Robert et al. On 2018, the impact of web design factor on online purchase intention, evidence from fashion brands. Our conceptual model is composite from the feature of web design, which are the information design, navigation design, and visual design, and its impact on purchase intention with the presence of the trust as a mediator. Our research hypothesis, we have two main research hypotheses. Like the first one is web design exerts a substantial influence on purchase intention. We have the all component like information design, navigation design, and the visual design. All they has an impact on purchase intention, like a direct one. And the second hypothesis is related to the role of the mediation of trust on the impact of this feature on the purchase intention. Like trust is completely mediate the relationship between web design factors and the purchase intention. For our methodology, we
we have the research design as SEM, structural equation model. For measurement scale, we took it from the earlier studies that we have provided in the second slide. For the data collection, we use the convenience sampling. We distribute the survey with the convenience sampling, and for the analysis, we had SPS, IBM spaces plus AMOS for the structural equation model. Like our result, it was like for the direct effect, we had like we supported each one, the the H1A, the H1B, and the H1C. Like the all the features related to the website design have a positive impact on the purchase intention. And we have the like the significance of like 0.001, which means that it's really highly significant. And for the mediation effect, we have two H2A, the relationship between the information design with the purchase intention, with the presence of the online trust. We don't have a significant relationship, but the direct the relationship between the two components of like information design and purchase intention is direct. But we don't the trust play no mediation role here. For the H2B and H2C, we have partial mediation with the presence of significant impact of the role mediation by trust. In H2B and H2C, we have partial mediation in two last component, but for the first component we have no mediation role, which means that the relationship is direct. For our application, we have two applications, like theoretical one and managerial one. For the theoretical one, we have underlined the influence and the significance of the web design on the purchase intention, and the empirical findings disclosed by this study manifest that this variable entails web design encompassing information design, navigation design, and visual design collectively engender a favorable influence on customer purchase intention within the context of their shopping experience. For the managerial application, we have three main titles, like strategic web design for trust. We had emphasized the pivotal role of web design in shaping customer behavior. We recommended prudent resources allocation for high quality user-friendly design, and highlighted transparency, credibility, and security for building customer trust. For the second title related to data-driven optimization, we encourage a data-centric managerial approach for continuous improvement. We suggest using analytics and A/B tests to refine website design, and advocate for a systematic strategy to stay competitive in the digital landscape. And last, for the last title, holistic online shopping strategy, we outline a comprehensive approach for manager in online shopping. We stress the importance of refining the online shopping experience continually. And last one, we have to propose a proactive stance, leveraging analytics and technology to adapt to changing customer trends. And thank you for your attention, and we hope that our study contributes to the field of e-commerce and have been well presented. Thanks, Mr. Anas. And I ask the audience if they have some question, French Yes. or English. Hein. Vous pouvez demander des questions, que ce soit en français ou bien en anglais. Oui, bien sûr, c'est bon. Pas de problème si vous voulez poser une question. Y a-t-il des questions?
Monsieur Anas, Oui, monsieur. concernant la validation des hypothèses, c'est avec corrélation Pearson de Spearman. Ah oui, exactement. J'ai fait la corrélation, j'ai testé le modèle, c'est-à-dire toutes les choses qui sont relatives à la validité du modèle, elles sont inscrites dans le niveau de ce qu'on appelle le research paper, le papier que j'ai fourni. C'est juste c'est-à-dire le problème du temps, j'ai essayé vraiment de collecter juste les informations qui sont nécessaires pour la présentation. Mais j'ai fait la corrélation des personnes, j'ai validé le modèle et tous les indicateurs, c'est-à-dire dit que le modèle c'est-à-dire est validé. Ok, merci. Des questions? Passons à la deuxième présentation avec Monsieur Ketchani. Je vais arrêter le partage. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Il y a des échos. Il y a un peu d'écho. Il y a un peu d'écho, oui. D'accord, excusez-moi. Je vais essayer de changer de place. Et maintenant? Oui, c'est mieux. C'est Vous mieux. pouvez partager votre écran, s'il vous plaît. Ok. Merci. Merci à vous. Vous voyez le partage? Oui. Donc, merci beaucoup pour votre attention et pour cette occasion que vous avez offerte en distanciel. Donc, je suis Dr Ksani Jafar, docteur en sciences de gestion de l'ENCG Tanger, l'École nationale de commerce et de gestion de Tanger. Je vais présenter aujourd'hui la partie opérationnalisation et tests des variables de ma recherche, l'impact de l'utilisation des systèmes d'information interorganisationnels sur la relation client-fournisseur. Donc, ma présentation va se dérouler en anglais. On va évoquer les parties suivantes, une petite introduction, une présentation des systèmes d'information interorganisationnels, la relation client-fournisseur, le modèle synthétique de notre recherche, la partie de l'opérationnalisation de nos variables, et on va présenter nos résultats de tests de variables, et on va terminer par une petite conclusion. The emergence of new information and communication technologies during the 1960s is one of the innovations that have changed the world. Globally, these tools have become a driving force for the development of all nations, depending on the context and forms of their use. Whether for individual or organizational purposes, the use of these technologies have become indispensable in our daily lives. The integration of management information system is not limited to a single function within organizations, but extended to several functions. These revolutionary tools now cross firms and country boundaries, taken in inter-organizational form that serves to connect partners without any technical constraints. In this way, the inter-organizational information systems play a promoting role in managing relationships between partners depending on the context of their exchanges. These relationships, which are often overlooked by scientific thought, will be crucial elements in our research model, focusing on customer supplier relationships. In this presentation, we will have an overview on inter-organizational information systems and their contributions. We will explore the various determinants
of the customer-supplier relationship and represent a synthetic model of our research. Finally, we will attempt to operationalize our variables and conduct an exploratory study using principal component analysis to test our measurement instrument. The notion of inter-organizational information system is first mentioned by Barrett and Koyansky in 1982 under the term inter-organization information sharing system. They consider it as a system containing shared informational resources between at least two organizations. The main function of an inter-organizational information system is to support processes that cross the boundaries of an organization. It can also support closely coupled processes between two organizations and automate information flow between distinct organizations. We will talk about the 5 eras of information technologies, starting from the era of accounting system in the 1960s and passing by the operational era, the information era, the era of the organizational transformations in the 1990s, and now we are living the era of inter-organizational integration. Information systems have taken a new form of form and expanded beyond the boundaries of the company, becoming essential for enhancing the partnership and collaboration between organizations. This allows a broader cooperation in terms of exchanges between partner organizations. Those systems are also considered facilitators of collaboration and can be used to improve organizational efficiency. As inter-organizational system, we will talk about CPFR, the collaborative planning, forecasting, and replenishment. Its role is to efficiently balance the replenishment of materials within the chain of points of sale consumption. This method is built on enhancing the supply chain through deep collaborating between stakeholders, some of whom have different objectives, customer or suppliers, particularly through information sharing that aids sales forecast and planning. Donc, according to several authors who have discussed this system, CPFR has considerable benefits on supply chain operations, including stock management, forecast reliability, a common strategy among stakeholders, and transaction cost management. If we talk about inter-organizational information system, we have to talk about their end users. The end user is the person who uses software or a tool after its development. The term end user, according to Kaufman in 1995, does not include expert users of computer tools such as programmer or engineers. More recently, end user refers to a person who directly manages, operates, and controls computer system and application in an information environment. In our research, the end user is considered as a key player in the success of the implementation of inter-organization information system. Now we will talk about the customer-supplier relationship as an inter-organizational exchange and at the core of the supply chain. The term relationship is exchanges between the customer and their supplier and vice versa, can lead us to principles of relational approach in marketing. This approach is a multilateral strategic perspective based on deep knowledge and partners and a set of contractual norms. It aims to create, develop, consolidate, and avoid the breakdown of a relationship while maximizing long-term benefits for all involved stakeholders.
The identifiers of the customer supplier relationship are cost, quality, lead time, or trust and control, or also the indices of measurement of this relationship, and we will use this indices for our research. We will use the index that identify the customer supplier relationship, which is the peak collaborative index. This index is developed by European Innovation Center, TESAM, and tested on around 100 companies from various sectors in France. It's derived from a measurement model of the level of collaboration in client-supplier relationships. The main objective of the peak collaborative index are to evaluate the collaborative level of an inter-organizational relationship, identify facilitation factors of barriers within the relationship, and provide a reference point. The model developed by the European Innovation Center frame the measurements of the client-supplier relationship based on 5 variables, which are altruism, fairness, commitment, responsibility, and transparency. In our synthetic research model, we have linked the use of inter-organizational information system by the customer-supplier relationship. In the first concept, we used the choice of those systems and the benefits of those systems. In the customer-supplier relationship, we used the variables of the peak collaborative index, PCI, and in the middle, we replaced the role of the user as the moderating variable. The main objective of this research is to present the operationalization of research variables. We linked every variable and sub-variable with items by using some lectural documents. For example, the stock management, we have stock linked with inventories, safety stocks, a number of stock out, reorder point, and etc. For the other variables. For the variables of client supplier relationship, we use the variables and items of the peak collaborative index created by TESAM. And for the variable, the moderating variable, we use the items motivation, engagement, involvement, and training. In order to test our measurement instrument and verify the validity and reliability of our variables, we have targeted an initial sample of 20 companies from the retail sector in Morocco. This sample will enable us to achieve the objective of this phase of our research, which is to stabilize our measurement instrument and optimize the items of our variables. For the results, the principal component analysis allowed us to confirm the validity and reliability of our research variables. We excluded the variables related on the choice of inter-organizational information systems, since the results of the CAIMO and Bartlett tests were not sufficient. Therefore, this variable will not be considered in the final version of the questionnaire and future empirical studies. Regarding the variables related to the benefits of inter-organizational system, the variable inventory management will be measured by 3 items, as the replenishment lead time item has been eliminated. The indicators of the forecast reliability variable have been reduced to 2 items. Concerning the variable related to the client-supplier relationship, the variable responsibility will be measured by 2 items, since the item justification and objectivity has been eliminated. For the user role variable, the item have been reduced
to 3 after the elimination of the training indicator. The results of this analysis led us to finalize our measurement instrument, which will be useful for testing our research hypothesis. Our measurement instrument is considered reliable as the Cronbach alpha values of the remaining variables are satisfactory. To conclude, the study of the impact of inter-organizational information system on the client-supplier relationship remains a relevant topic due to the ongoing improvement of the exchanges, context, and the technologies supporting them. The presentation of the benefits of inter-organizational information system and the indicators of the client-supplier relationship allowed us to operationalize the variables on our research. This phase was summarized in a table due to abundance of references used in this crucial stage of the study. This study was carried out using principal component analysis on all variables in our research model. This allowed us to refine our measurement instrument by eliminating one variable and 8 items, ensuring the validity and reliability of retained variables. Following this test, we identified the final variables and their items, enabling us to address our hypothesis regarding the impact of inter-organizational information system on the client-supplier relationship, and to use them in the upcoming empirical studies. Thank you very much. And if you have some questions, I'm here to respond. Merci, Monsieur Tchani, pour cette présentation qui a porté sur l'impact des systèmes d'information interorganisationnels sur la relation entre fournisseurs et consommateurs, c'est ça? Client-fournisseur. Ok, client-fournisseur. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que c'était clair. Très bien. Merci encore une fois pour cette présentation. Merci à vous, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous passons alors à la présentation de Monsieur Shakir. D'accord, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis en train de partager avec vous ma présentation. Est-ce que vous arrivez à voir ma présentation? Oui. Merci beaucoup. Rien. Ma communication porte sur les dynamiques d'apprentissage chez les startups technologiques au Maroc. Avant de démarrer ma présentation, je me présente rapidement. Moi, je suis... alors, ça va. Donc, moi, je suis d'abord... pour le moment, je suis doctorant en entrepreneuriat, mais ça fait quand même une bonne quinzaine d'années que je suis entrepreneur. Donc, j'ai déjà créé pas mal de startups et d'entreprises. Actuellement, je dirige 2 entreprises. L'une s'appelle Total, l'autre s'appelle Kilma. Et je suis un ancien formateur des consultants auprès d'un ensemble d'organismes internationaux. Donc, il faut dire que je suis un peu... je débarque dans la recherche après avoir passé plusieurs années en entrepreneuriat. Et je m'intéresse davantage au sujet en relation avec l'apprentissage expérientiel chez les startups marocaines. Le sujet sur lequel je travaille, c'est l'apprentissage expérientiel chez les startups marocaines. Donc, pour cette présentation, je vais explorer un thème que je peux présenter via une question. Comment les créateurs de startups apprennent à partir de leurs expériences suite à la création de leurs entreprises.
Et là, j'ai commencé à comprendre un peu en fait, quels sont les écrits, quelle est la littérature dans le domaine. Bah, j'ai trouvé qu'il y a une littérature abondante sur le sujet, surtout de l'apprentissage expérientiel. Et je pense que le terme apprentissage expérientiel, c'est vrai que ça a été inventé il y a je pense, une trentaine d'années, mais ça remonte je pense, à des milliers d'années. Et on pourra dire que ça a démarré avec Confucius, avec la fameuse citation qui est largement connue. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Et en matière de recherche scientifique, en tout cas selon la littérature, le premier qui a abordé ce thème, ça remonte en 1915. On n'a pas commencé à parler de l'apprentissage par la pratique. Et après, il y a d'autres chercheurs qui ont travaillé sur le même sujet. Là, je cite juste je pense trois ou quatre chercheurs. Mais sinon, il y a plusieurs chercheurs qui ont abordé le même sujet. Donc, après, on a commencé à parler de l'apprentissage basé sur l'expérience. Et c'est surtout le concept de l'apprentissage expérientiel, ça a été davantage fait connaître. En fait, c'est davantage Kolb qui a travaillé sur ce sujet et qui a rendu le terme, l'expression, le concept plutôt, très connu à travers ses travaux sur l'apprentissage expérientiel et surtout à travers son cycle d'apprentissage expérientiel. Donc, mon étude a essayé d'explorer ce concept dans le contexte des startups marocaines, en fait des startups essentiellement marocaines, qui sont bien évidemment, quand on parle des startups, sont des entreprises qui sont connues comme étant des entreprises a priori innovantes et à grand risque. Et je pense que c'est un champ hyper fertile pour l'apprentissage, vu que l'expérimentation, l'innovation et la créativité sont monnaie courante chez ce genre de start-up. Donc, afin de mieux comprendre en fait qu'est-ce qui se passe en matière d'apprentissage expérientiel chez les start-up marocaines, bon, j'ai adopté comme modèle, le modèle que j'ai mobilisé, c'est le modèle Kolb. Et juste pour présenter Kolb rapidement, donc il a développé un cycle, en fait, il a développé un modèle d'apprentissage expérientiel en 4 étapes. Et pour Kolb, et bien évidemment pour pas mal d'autres chercheurs, on pourra apprendre à partir de l'expérience. Si on se réfère à Kolb, donc il a défini 4 étapes. La première étape, c'est l'expérience concrète, l'observation. La deuxième, l'observation réfléchie. La troisième, la conceptualisation abstraite. Et la quatrième, l'expérimentation active. En fait, juste pour expliquer rapidement les 4 étapes, l'expérience concrète, ça veut dire que l'entrepreneur, étant donné qu'on est dans le contexte des entrepreneurs, bien évidemment, c'est valable également pour tout métier et pour toute personne. Donc, l'expérience concrète, ça veut dire que la personne est passée par une expérience concrète. Ça peut être une réussite, un échec, une réunion, en tout cas pas mal d'expériences. Et après, la deuxième étape, cette personne qui est passée par cette expérience, il observe de façon réfléchie, c'est-à-dire il commence à analyser l'expérience, il commence à prendre un peu de recul par rapport à l'expérience, il commence à l'analyser et comprendre. La troisième étape, il commence à conceptualiser, ça veut dire qu'il commence à tirer des leçons, des bonnes pratiques, des méthodes, des techniques à partir de cette expérience concrète. Et la quatrième étape, la personne met en pratique ce qu'il a développé, ce qu'il a acquis comme leçon. Donc, ce sont les 4 étapes de Kolb, en fait, qui ont été développées par Kolb. Et bien évidemment, ont fait l'objet de plein d'études, plein de recherches par la suite par pas mal de chercheurs. Et bien évidemment, ce modèle a été expérimenté dans beaucoup de domaines, beaucoup d'activités. Alors, pour la méthode que j'ai utilisée, c'est une méthode très peu utilisée, en tout cas, selon mes recherches en matière de sciences économiques et sciences de gestion. Donc, c'est l'observation participante. Et cette méthode a émergé vers la fin des années 1930. En tout cas, si on fait confiance à un chercheur qui s'appelle Vlad et qui en a parlé en 1983. Donc, cette technique consiste en fait à ce que le chercheur soit à la fois un observateur, donc il fait de la recherche, mais également un membre de la communauté sociale étudiée. Et c'est ce que j'ai fait, étant donné que j'étais entrepreneur, en fait, que je suis entrepreneur, et que j'ai créé une start-up la première en 2012 plutôt.
la deuxième en 2014 et la troisième en 2016. Et c'est à partir de 2016 que je commence à faire mes observations. Au départ, je ne connaissais pas l'existence de cette méthode qui s'appelle l'observation participante. Ce n'est qu'après que, quand j'ai commencé à faire de la recherche, quand je me suis inscrit au doctorat, que j'ai compris qu'il y a une méthode qui s'appelle l'observation participante. Donc, cette méthode permet bien évidemment aux chercheurs d'être à la fois un observateur, il est en train d'observer, il est en train de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, mais surtout, il est membre de la communauté sociale étudiée. Dans mon cas, mon observation était majoritairement clandestine, ça veut dire que j'ai jamais dit que comme quoi je fais de la recherche, en tout cas dans mes rencontres avec les entrepreneurs. C'était complète parce que je participe activement à toutes les activités, à toutes les réunions, au débat également avec les entrepreneurs, et interne, étant donné que j'ai fait partie de cette communauté. Alors, l'observation, ça a démarré en 2016 jusqu'à 2021. Donc, ça a duré pratiquement 5 ans. Donc, j'ai observé 109 créateurs de startups. Ces startups sont pas essentiellement des hommes, mais les 2 tiers en tout cas sont des hommes. Et on crée des startups dans différentes activités. Ben, je peux citer la monétique, l'immobilier, la finance, le conseil également. En tout cas, c'est plusieurs activités. Et ces startups sont installées essentiellement au Technopark de Casablanca. Juste pour préciser, Technopark de Casablanca est un incubateur. C'est le seul, en tout cas, à l'époque, le seul incubateur de startups. Donc, on avait le premier, c'était Casablanca. C'est l'incubateur où on trouve le plus de startups. Je pense que ça englobe vers 65 à 70% des startups au Maroc. Et après, bien évidemment, on a créé d'autres sites à Tanger, à Rabat et tout dernièrement à Essaouira. Les startups, les créateurs de startups que j'ai observés sont âgés entre 23 ans et 50 ans. Et j'ai surtout documenté 300 observations, donc que j'ai écrit, rédigé, selon bien évidemment un modèle qui est très bien précis, qui est recommandé par la littérature en matière de recherche et en matière d'utilisation de l'observation participante. Donc, alors, voilà, mes premiers résultats. Je suis toujours en train, bien évidemment, d'analyser toutes mes observations. Mais mes premiers résultats, d'abord, ce que j'ai découvert, c'est que tous les créateurs plutôt de startups ne connaissent pas le concept. Je pense, en fait, c'est tout à fait normal parce que la majorité n'ont pas fait n'ont pas fait des formations en matière d'apprentissage expérientiel, parce que ça existe également, en fait, en tout cas pour le moment, ça existe quelques programmes qui sont basés sur l'apprentissage expérientiel et qui cherchent surtout à permettre aux entrepreneurs et en fait, à toute personne, bien évidemment, qui en profite, de tirer profit pleinement de ces expériences. Ce que j'ai découvert également, c'est que les créateurs n'ont jamais suivi des formations sur comment capitaliser sur leurs expériences. Ce sont mes constats. J'ai trouvé également que les start-upers ou les créateurs de start-up qui font partie de réseaux professionnels, qui bénéficient de programmes de mentorat, qui font appel également à des experts externes comme les experts comptables, les consultants, les formateurs, etc., semblent apprendre davantage à partir de leurs expériences. Un autre constat, c'est que les créateurs de startups, quand on a leurs actifs, plusieurs créations se distinguent. En fait, se distinguent parce que ce sont des gens qui apprennent généralement mieux comparativement aux autres. Là, je l'ai découvert avec une trentaine de startupeurs que j'ai observés. J'ai observé également parce que après, j'ai commencé à analyser un peu en fait, le processus d'apprentissage expérientiel chez ces startups. Et j'ai trouvé que la majorité n'ont pas une méthodologie bien précise, bien que on trouve pas mal de méthodologies précises pour pouvoir tirer profit de chaque expérience. J'ai trouvé également que l'étape de la conceptualisation, c'est-à-dire l'étape où on commence à formaliser les leçons apprises, révèle un processus dynamique, généralement inconscient au sein des startups marocaines, où les expériences et les réflexions sont transformées en connaissances pratiques et stratégies concrètes. Donc,
je termine cette communication rapide et brève par quelques recommandations. Et là, parmi les premières recommandations, bien évidemment, bah, je pense qu'au niveau de l'écosystème entrepreneurial au Maroc, il semble qu'il faut davantage d'espace, de partage d'expérience entre startups pour favoriser l'apprentissage collectif et le réseautage. Moi qui étais installé au Technopark, j'ai appris parce que j'ai fait également un travail d'introspection pour voir comment je développe également mon profil d'entrepreneur. Et je trouve que les entreprises qui sont installées dans des zones ou dans des sites qui sont organisés comme Technopark arrivent à apprendre davantage, d'autant plus que par la suite, j'ai changé d'installation. Je suis plus installé au Technopark, mais là où je suis installé pour le moment avec mes collaborateurs, donc il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de rencontre entre les entrepreneurs. Et je trouve qu'au niveau des sites qui sont très bien organisés, avec des communautés, avec des événements bien précis, des formations, des rencontres, etc. Donc là, les start-upers apprennent davantage à partir de leurs expériences, mais apprennent également à partir des expériences de leurs collègues entrepreneurs. Ça également, je l'ai remarqué, c'est que dans d'autres pays, il y a même des programmes de formation dédiés à l'apprentissage expérientiel. Au Maroc, là où je suis installé pour le moment, il n'y a pas de programme dédié. Et voilà, la toute dernière recommandation, c'est qu'il faut proposer des mécanismes de soutien tels que le mentorat, le conseil et les ressources pour les startups au Maroc. Donc voilà, j'essaie de faire une présentation rapide. Et bien évidemment, s'il y a des questions, moi, je suis à vous. Voilà, et je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Shakir. Et on demande à l'audience s'ils ont des questions à poser. Est-ce qu'il y a des questions? On passe à Monsieur Kamel, qui présentera à la place de Monsieur Anas, je pense, qui avait un empêchement en quelque sorte. Monsieur Kamel. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Kamel. Vous m'entendez? Oui. D'accord, donc je vais partager avec vous mon écran. Donc, bonjour, tout le monde m'entend? Oui, clairement. Oui. Donc, je m'appelle Kamal Lux, je suis docteur-chercheur en sciences humaines et en communication précisément. Je suis membre du laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales, faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir, Université Ibn Zar. Et là, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie les organisateurs de ce colloque. Je vous présente les salutations de mon collègue, M. Anas Wagrasli, qui a un empêchement de dernière minute, qui n'a pas pu, parce que c'était lui qui va présenter la communication. Donc, voilà, notre communication porte sur le thème de la responsabilité sociale des entreprises et performance au travail, donc le rôle médiateur de l'engagement des employés. Donc, il s'agit d'un travail théorique qui propose de croiser plusieurs courants de littérature afin d'élaborer un modèle conceptuel en vue d'expliquer le lien causal entre la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, et la performance au travail, tout en mettant en évidence, bien sûr, du rôle médiateur de l'engagement des employés dans cette relation. Par ceci, nous avons adopté le plan suivant. Donc, en premier lieu, il convient de susciter le contexte et l'apport novateur de notre projet d'article. Et le deuxième point présentera la problématique de la recherche. En troisième lieu, nous passerons en revue les définitions conceptuelles des éléments constitutifs de notre modèle. Et en quatrième lieu, nous discuterons des hypothèses de recherche à l'aune de la récente littérature.
Donc, en dernier lieu, nous concluons notre exposé, bien sûr, avec la présentation du cadre conceptuel élaboré. Donc, la responsabilité sociale des entreprises suscite un intérêt croissant pour les chercheurs et les praticiens au cours de ces 2 dernières décennies. Dans les récentes recherches accordent une attention particulière aux préoccupations éthiques, sociales, environnementales des entreprises à l'échelle mondiale. Donc, il y a un engouement d'accepter la RSE comme pratique d'entreprise pour gagner la confiance des parties prenantes et rester compétitif. Donc, dans le même ordre des idées, donc la RSE joue un rôle important dans le succès de toute entreprise et contribue à un monde meilleur. Notre approche se focalise sur la micro-RSE, donc pour mettre en lumière les effets positifs de la RSE sur les individus, notamment l'implication, la satisfaction au travail, l'engagement et la fierté d'appartenance. Cependant, les études antérieures ont négligé les effets pratiques organisationnels de la RSE sur la performance individuelle des employés. Cela nous conduit bien sûr à examiner la relation entre la RSE et la performance individuelle des employés, un aspect essentiel pour le succès organisationnel. Alors que les études précédentes ont été réalisées dans les pays occidentaux, dotés des organisations de certification et de labellisation en RSE, notre recherche comble cette lacune en explorant le lien entre la RSE et la performance des employés dans les entreprises marocaines. Donc, eu égard à ces insuffisances, donc notre recherche adopte une problématique de recherche qui est clairement de nature causale. Plus précisément, elle tente de répondre à la question suivante. La perception de la RSE par les employés influe-t-elle sur leur engagement et par conséquent sur leur performance au travail? Donc, l'une des définitions les plus citées de la RSE est celle de Carole, la responsabilité sociale des entreprises englobe les attentes économiques, juridiques, éthiques et discriminationnaires que la société a à l'égard des organisations à un moment donné. Donc, la RSE est un concept multidimensionnel, à savoir la RSE externe et la RSE interne. La RSE externe est définie comme les actions de l'entreprise dans le but de favoriser un impact positif sur la société et l'environnement. Tandis que la RSE interne vise à répondre aux attentes des employés, telles que la santé, le bien-être, l'encadrement, la formation, la participation, la conciliation travail-famille, l'égalité. Dans cette recherche, l'attention porte spécifiquement sur la RSE interne, puisque l'étude examinera l'influence de la RSE sur l'engagement et la performance au travail des employés. Une définition largement acceptée de la performance de l'individu au travail est celle de Campbell. Donc, un ensemble des comportements ou des actions qui sont pertinents par rapport aux objectifs de l'organisation. La performance au travail est un concept multidimensionnel qui comprend la performance dans la tâche et la performance contextuelle. La performance dans la tâche associé au comportement intra-rôle renvoie à des comportements explicites liés au travail, incluant les responsabilités formelles définies dans le descriptif du poste. La performance contextuelle, quant à elle, inclut les actions volontaires qui favorisent la coopération entre les membres de l'organisation pour que les tâches soient accomplies. Donc, dans notre recherche, nous avons retenu la définition de Chaufili qui décrit l'engagement au travail comme un état d'esprit positif, épanouissant, lié au travail, caractérisé par la vigueur, le dévouement et l'absorption. Le succès de cette définition est dû à son caractère multidimensionnel. La vigueur renvoie à un niveau élevé d'énergie et de résilience mentale au travail. Le dévouement fait référence à l'implication au sens du travail. L'absorption, enfin, définit un degré de concentration élevé et d'enthousiasme au travail. Les hypothèses de notre recherche sont les suivantes. Donc, l'hypothèse numéro 1,
Donc, la RSE est associée positivement à la performance des employés. L'hypothèse numéro 2, la RSE est associée positivement à l'engagement des employés. Et enfin, l'hypothèse numéro 3, l'engagement des employés est un médiateur de la relation RSE et performance au travail. Donc, partant de ces hypothèses discutées en haut, nous avons un peu élaboré un cadre conceptuel pour expliquer comment les initiatives RSE des organisations peuvent influencer les attitudes et les comportements des employés au travail. Donc, la RSE interne est retenue dans cette étude en se focalisant sur la partie prenante composée des employés, donc, afin d'examiner son impact sur leur engagement et leur performance au travail. Donc, le cadre conceptuel et les apports à la recherche, donc la présente étude apporte une contribution significative à la littérature de plusieurs manières. Donc, premièrement, elle explore l'influence de la RSE sur la performance individuelle des employés en se focalisant sur un contexte de pays en développement tel que le Maroc, caractérisé par une culture socio-économique spécifique. Deuxièmement, cette recherche introduit un médiateur unique de l'engagement des employés pour comprendre la relation entre la RSE et la performance au travail. Et enfin, elle permet de mettre la lumière sur l'utilité de la théorie de l'identité sociale pour comprendre les liens entre la RSE, l'engagement des employés et leur performance au travail. Donc, ces avancées théoriques appellent désormais leur confrontation à la réalité du terrain, ce qui constitue l'objet de notre prochaine recherche. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Kamal. Et je demande à l'audience s'ils ont des questions à poser. Des questions, s'il vous plaît. Je pense que ça sera la dernière intervention de cette matinée et on se prend rendez-vous à 14 heures pour débuter la deuxième session de cette journée. Je vous dis au revoir à 14 heures.